Ah, c'est parti. Bonjour et bienvenue à cette conférence inaugurale du lycée d'Europe. Cette conférence sera consacrée à la thématique d'un des 4 ateliers de la semaine, à savoir un espace historique des lieux de mémoire. Pour cette conférence, nous avons la chance, le plaisir d'accueillir 2 historiens de renom qui se succéderont. Tout d'abord, Thomas Serrier, professeur à l'Université de Lille et co-directeur de l'ouvrage Europa, notre histoire. Puis lui succédera dans ses propos Frédéric Naudufour, qui participe à de nombreux comités scientifiques et régulièrement sollicité pour intervenir sur des questions mémorielles et de commémoration. Alors, je vous laisse la parole pour commencer, Thomas Serrier, puis voilà, vous répartirez le temps l'un et l'autre. Merci encore pour votre intervention. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un partage d'écran. On ne vous entend pas, Monsieur Serrier, votre micro est coupé. Voilà, est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui. Oui. Et vous m'entendez aussi? Parfaitement. D'accord, je commence. Je ne sais pas s'il faut que je vais me mettre sur le... Voilà. Voilà. Alors, je reprends la question qui a été posée, qui vient d'être introduite par Madame Weber, un espace historique des lieux de mémoire. Je vais m'intéresser avec vous d'ailleurs. Edith Weber m'avait envoyé il y a quelques jours les exemples auxquels vous aviez pensé de lieux de mémoire. Donc, je vais essayer, avec vous, dans votre atelier, réfléchir un petit peu à cette articulation entre un espace historique européen et des lieux de mémoire potentiellement européens. Donc la question, ça va être à quelle échelle et dans quel cadre nous souvenons-nous. Le premier point que je voudrais faire, vous allez voir, ça va être un petit peu rapide, un petit peu superficiel du coup, parce que le temps est compté, donc je vais essayer d'aller assez vite. Je vais vous montrer beaucoup d'images et je vais essayer de ne pas être trop théorique et de ne pas trop jargonner, de ne pas utiliser un vocabulaire trop technique. Je commence donc par ce concept de mémoire collective. En fait, quand on parle de mémoire, évidemment, on a une première compréhension de ce terme en français, mais dans beaucoup de langues, qui est une compréhension individuelle. Avoir une bonne mémoire, raconter ses mémoires, écrire ses mémoires, c'est d'abord et avant tout raconter ce qu'on a vécu personnellement, individuellement. Alors, comment passe-t-on de cette compréhension individuelle, personnalisée de la mémoire à la mémoire collective qu'on a en tête, évidemment, quand on parle de mémoire nationale ou de mémoire européenne. Le premier sociologue, et en fait le premier penseur tout court, le premier chercheur tout court qui a utilisé ce terme de mémoire collective, c'est un sociologue français, qui est à Strasbourg d'ailleurs. Malheureusement, vous n'êtes pas, ou certains d'entre vous seulement, puisqu'il a enseigné à l'université de Strasbourg. C'est Maurice Halbwachs, qui a, dans les années 20 et les années 30, au début des années 40, écrit 3 livres majeurs, Les cadres sociaux de la mémoire collective, paru de façon posthume, et La topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte, 1941, où il réfléchit en fait au lien entre la façon dont les individus se souviennent de façon personnelle, individuelle, et les cadres sociaux
qui influe et qui donne un sens, qui donne un écho, qui donne une caisse de résonance aux mémoires individuelles et qui les transpose donc évidemment aussi à un niveau collectif. Alors on voit très bien avec des exemples qui sont liés au contexte dans lequel Maurice Alphax a écrit les cadres sociaux de la mémoire publiés en 1925. On est quelques années après 14-18, après la Première Guerre mondiale, ce que les Français appellent la Grande Guerre, et on est dans un moment d'invention de gestes mémoriels collectifs qu'on voit très bien en France avec partout, hein, dans toutes les communes françaises, les monuments aux morts qui n'existaient pas pour les guerres précédentes, hein, qui sont vraiment une invention de l'après-1918. Certaines, très rares, comme en haut à gauche, sont des manifestations pacifistes, mais elles sont très, très minoritaires. La plupart célèbrent les morts pour la patrie. Et on voit évidemment, hein, que ce phénomène n'est pas lié à la France. On peut avoir dans d'autres pays européens, comme ici en Roumanie, des colonnes ou des statues, des monuments qui rappellent les morts de la Première Guerre mondiale. Alors, le premier cadre social, hein, pour reprendre le terme de Maurice Alphax, les cadres sociaux de la mémoire, le premier cadre auquel on pense et sur lesquels se sont penchés les historiens quand ils ont réfléchi à ces mémoires collectives, ce sont les mémoires nationales. Et c'est effectivement ce à quoi vous avez aussi pensé, je dis vous les élèves, les lycéens participant au lycée d'Europe, avec les exemples auxquels vous avez pensé. Que ce soit le grand écrivain national comme Prešeren pour la Slovénie, que ce soit une forteresse nationale comme Suomenlinna en Finlande, ou le monument de l'indépendance à Chypre. Ce sont des monuments qui célèbrent à un moment où une figure de la mémoire et de la culture nationale. En même temps, on peut, derrière ce premier niveau purement national, en déceler en trouver un deuxième qui est plus européen. Donc le titre de cette slide, ça s'appelle des mémoires nationales qui sont aussi européennes. On le voit par exemple dans l'hymne national italien, où il est question de libération du territoire national, donc contre les Autrichiens, et le texte mentionne même que les Autrichiens sont liés, on fait une alliance avec les Russes contre les Polonais, donc on a un petit cours de géopolitique du 19e siècle dans l'hymne national italien, et si vous regardez l'hymne national polonais, il est question de Napoléon qui va aider les Polonais à retrouver leur indépendance. On a parfois dans ces hymnes nationaux, prétendument nationaux en fait, des traces, des imbrications européennes. C'est évidemment le cas aussi pour la table ronde des négociations de 1989 qui ont présidé à la transition vers la démocratie, à la transition post-communiste en Pologne et dans d'autres pays de l'Est. Ce sont des moments et donc des objets qui sont liés à l'histoire nationale, mais qui ont une échelle européenne assez évidente. Si on reprend la forteresse que vous voyez au milieu de l'image, en Finlande, c'est peut-être aujourd'hui un lieu touristique principalement finlandais, mais il était censé défendre le territoire contre les Russes et défendre le territoire des Suédois, puisque la Finlande appartenait à l'époque à la Suède. Donc on a à chaque fois en fait des couches, des strates, différentes strates qui dépassent le simple niveau national, mais qui insèrent tout cela
dans un cadre européen. Alors, on peut donc se poser la question des cercles des mémoires. On a un cercle national, on a un cercle européen, et en fait, on peut aussi descendre vers le plus petit, vers les mémoires de groupe. Par exemple, les mémoires de la Première Guerre mondiale, c'est les rencontres entre vétérans, entre anciens soldats. On a un niveau de mémoire familiale, une famille qui a été touchée par le deuil d'un mari ou par le deuil d'un frère, par le deuil d'un enfant. Et puis, évidemment, la mémoire individuelle d'un ancien combattant ou de la famille, d'un membre de la famille resté à l'arrière. Évidemment, ces différents niveaux circulent, ils ne sont pas étanches les uns aux autres, ils circulent. Un bel exemple, c'est cet objet sculpté par un soldat de la Première Guerre mondiale. Et sur ces sculptures, il a sculpté ça dans les tranchées, donc le soir des combats ou la veille des combats. Et sur ces sculptures de cette canne que vous voyez en haut à gauche, eh bien, vous avez des personnages de la vie politique de l'époque. Il y a l'empereur Guillaume II, par exemple, l'empereur allemand, qui est représenté dans ces sculptures. Donc c'est un objet très individuel, mais en même temps qui montre, qui est un document de l'époque. Et puis on voit aussi le lien entre la mémoire individuelle, familiale et nationale, puisque cet objet, après la mort du sculpteur, du soldat, a été conservé pendant 2 ou 3 générations au sein de la famille, à l'intérieur de la famille, avant d'être donné à un musée national il y a simplement quelques années. Donc on a une circulation entre tous ces niveaux. Les cercles de mémoire qui permettent donc de comprendre un petit peu mieux les choses, mais qu'il ne faut pas imaginer comme des choses étanches. Mémoire nationale, mémoire individuelle, mémoire européenne, et évidemment aussi dans les mémoires européennes, toujours une mémoire globale, que l'on voit aussi dans les exemples auxquels vous avez pensé. La Première Guerre mondiale, à nouveau, est un bel exemple sur le sol français, mais aussi sur les autres champs de bataille de la Première Guerre mondiale, jusqu'à Gallipoli, en Turquie. Eh bien, vous avez des soldats des empires qui ont combattu. Et donc, sur le sol français, pour prendre cet exemple, vous avez des mémoriaux de l'armée britannique, mais en fait qui sont consacrés, qui sont dédiés à des batailles auxquelles ont participé les soldats canadiens ou néo-zélandais ou indiens. Et on a évidemment le même cas, peut-être avec le cimetière militaire le plus connu de France, qui est le cimetière américain de Colville en Normandie, qui rappelle les soldats américains, les GI, qui ont libéré la France et qui ont débarqué lors du débarquement du 6 juin 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Alors, présence de ces mémoires globales sur le sol européen et inversement aussi présence de l'histoire européenne, de l'extension de l'histoire européenne à des dimensions mondiales pendant les siècles d'extension et de domination du monde par l'Europe jusqu'à la décolonisation. Donc on a beaucoup d'exemples ici liés à la colonisation. Certains ont été transformés en musées, d'autres sont abandonnés comme des sucreries ou des résidences de gouverneurs sur l'île Maurice que vous voyez ici à droite, à côté d'une ancienne sucrerie de l'époque coloniale sur l'île de la Réunion, transformée aujourd'hui en musée de cette époque, qui rappelle évidemment la présence européenne et le lien de ces espaces mondiaux avec l'histoire européenne. Alors à chaque fois qu'il s'agisse de cercles les plus individuels ou les plus familiaux
ou de cercles les plus mondialisés, les plus globalisés, on voit bien qu'on a affaire à une multiperspectivité. Je ne jargonnerai pas trop. Là, c'est évidemment un terme un peu compliqué, mais on comprend bien ce que ça veut dire. C'est que autour de chaque mémoire, en fait, ou autour de chaque moment d'histoire, hein, se greffent des perspectives et des vécus différents, et donc qui donnent lieu à des mémoires différentes. Et le travail de l'historien, mais peut-être aussi le travail du citoyen qui essaie de comprendre ce qui s'est passé et comment ça s'est transmis dans les mémoires, c'est évidemment d'essayer de retrouver cette pluralité des perspectives. C'est évidemment très vrai autour de chaque bataille, et Dieu sait que l'histoire européenne a eu de nombreuses batailles qui sont restées aussi pour la plupart dans les mémoires, et évidemment chaque bataille donne lieu, selon le point de vue, à une victoire des uns et à une défaite des autres, parfois dans le cadre d'alliances, ce qui est le cas pour Waterloo, la défaite française, avec une grande armée qui comprend beaucoup de soldats de différents pays, est le pendant de la victoire de l'alliance des pays européens coalisés contre Napoléon. Alors, ce qui est intéressant à partir de là, c'est de voir aussi un élément, me semble-t-il, qui est que autour d'événements de l'histoire, on peut avoir affaire à des gestions ou des gestes, des décisions, des discours, des pratiques sociales qui à la fois se ressemblent et présentent quelques différences typiques finalement de la diversité européenne. Vous ne trouverez pas deux Européens qui pensent la même chose et deux pays européens avec des cultures politiques différentes qui réagissent exactement de la même manière. Un bel exemple, c'est 14-18, en comparant ici des pays vainqueurs de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, comme la France ou la Grande-Bretagne, qui ont, comme vous le savez, été alliés, donc ont combattu côte à côte, et en 1918 sont donc alliés dans la victoire. 2 ans après, ce sont les deux photos qui vous le montrent ici, le 11 novembre, donc l'anniversaire de l'armistice de 1918, le 11 novembre 1920, vous avez dans ces deux pays l'invention du soldat inconnu, cette pratique hein, qui correspond à l'idée et à la réalité hein, d'enterrer dans un lieu symbolique central pour la nation la dépouille, le corps d'un soldat tombé entre 14 et 18 et non identifié, hein, donc dit soldat inconnu, avec donc une similitude évidente, hein, c'est le même jour, c'est la même idée, on est dans le même camp hein, des vainqueurs, où on a à la fois le triomphe de la victoire et puis le deuil, parce que les pertes ont été énormes, comme vous le savez, lors de la Première Guerre mondiale, et en même temps, évidemment, vous avez des différences liées aux cultures politiques différentes entre ces deux pays que sont la Grande-Bretagne et la France. Le soldat inconnu en France, il est enterré sous l'Arc de Triomphe en haut des Champs-Élysées. C'est un lieu qui est à la fois qui célèbre la gloire républicaine, mais aussi la gloire impériale, hein, puisque l'Arc de Triomphe a été initié par Napoléon. Donc on est dans la grandeur de la nation française. La grandeur de la nation, elle se retrouve aussi dans le choix du lieu par les Britanniques, mais on est non pas dans une république, mais dans une monarchie anglicane, et donc c'est à Westminster qu'est enterré le soldat inconnu britannique.
Alors, je vais peut-être aller un petit peu plus vite là-dessus parce que je vois que le temps passe, mais grosso modo, et de façon très schématique, on peut distinguer finalement trois relations, trois types de relations au passé, et donc aussi trois grands axes de recherche sur les mémoires collectives dans la recherche historique ultérieure. La première, c'est une approche sociologique très influencée par Maurice Halbwachs et les mémoires collectives et cette idée de cadres sociaux de la mémoire qui regarde comment fonctionne une société et comment une société se donne des pratiques, définit des pratiques, institutionnalise des pratiques pour faire mémoire du passé. L'autre, c'est de partir de moments traumatiques de l'histoire, les guerres mondiales par exemple, les génocides, la colonisation, en gros toutes les mémoires qui ne passent pas, hein, on a beau chercher à oublier, mais qui restent là, qui restent vives, et voir comment se sont organisés les débats et comment cette présence s'est manifestée, cette présence de ce passé qui ne passe pas, de ces mémoires qui ne passent pas, comment ça se manifeste depuis ces événements jusqu'à aujourd'hui. Et puis, une dernière approche, c'est l'approche kaléidoscopique, hein, c'est de voir un petit peu, et finalement avec tous vos exemples très différents, hein, entre les hymnes nationaux, les monuments, les écrivains, on voit bien que vous avez pensé aussi à une diversité de lieux de mémoire, une approche kaléidoscopique qui fait varier en fait les points d'accroche ou les supports de la mémoire et qui essaie de voir un petit peu comment fonctionne le tout de cet ensemble. En France, hein, mais aussi en fait en Europe, ces recherches et toute cette mouvance de l'historiographie a été très influencée par un grand historien français qui s'appelle Pierre Nora, qui a travaillé sur les lieux de mémoire, donc une pluralité de lieux de mémoire en France. Alors, on peut le faire évidemment hein, autour de la Shoah, qui est sans doute un des lieux de mémoire centraux dans la culture politique et dans la culture mémorielle européenne, avec cette idée du plus jamais ça, qui est évidemment centrale dans les cultures politiques de l'après-guerre en Europe, que ce soit finalement dans les pays anciennement vainqueurs ou anciennement vaincus, dans les pays de l'Est, les pays de l'Ouest, de l'époque de la guerre froide et de la division de l'Europe en deux, l'idée de l'importance de la Shoah comme mémoire négative, elle est évidemment centrale et elle passe par des relais, par des supports évidemment très différents, hein, qui peuvent aussi être globalisés, comme le cinéma américain par exemple. Vous lisez ici par la fiche de la liste de Schindler, de Spielberg, ou la bande dessinée de Maus, aussi américaine. Alors, on a ici, c'est intéressant, peut-être ça va être l'exemple qui va être creusé tout à l'heure par ma collègue, Frédéric Dufour, qui est celui du lieu. On a un lieu effectivement d'histoire qui est aussi un lieu de mémoire et qui est un lieu central, loin d'être presque un synonyme de la Shoah ou de l'Holocauste qui est Auschwitz ou Auschwitz-Birkenau. Mais évidemment, les lieux ne se limitent pas à Auschwitz, même si c'est à Auschwitz que le nombre de morts, hein, près d'1 million, est le plus grand. On a des lieux de mémoire qui sont créés pour commémorer l'Holocauste, comme le mémorial de l'Holocauste de Berlin inauguré en 2005, et puis des pratiques sociales, comme on le voit sur la photo du bas à droite, avec des visites,
notamment des visites de lycéens à Birkenau jusqu'à aujourd'hui. Alors, face à cette mémoire officielle, on pourrait dire, ou en tout cas très centralisée, on a aussi la tendance inverse qui est de rechercher au plus près de l'endroit où ont vécu les victimes de l'Holocauste, de la Shoah, les pierres sur lesquelles on trébuche, les pierres butoirs, qui rappellent que dans telle ou telle maison ont habité des Juifs jusqu'à la persécution, à la déportation et éventuellement jusqu'à l'extermination. On a aussi donc, le souci de retrouver un autre cercle de mémoire qui est la mémoire individuelle et la mémoire familiale. Alors je passe rapidement sur les enjeux, on en parlera peut-être, d'un lieu comme le camp de concentration de Natzweiler-Stutthof en Alsace, évidemment beaucoup moins meurtrier qu'Auschwitz, mais qui porte finalement la même histoire avec ses spécificités, avec les spécificités du lieu. Donc il y a des enjeux à la fois d'ensemble et des enjeux spécifiques dont on va pouvoir discuter après. Alors, les lieux de mémoire. Lieux de mémoire, je passe un petit peu rapidement, peut-être, pour ne pas être trop long. Les lieux de mémoire, en fait, cette idée de Pierre Nora que j'évoquais tout à l'heure, l'historien français qui a lancé ce concept et puis cette manière de réfléchir aux mémoires à travers des lieux, c'est de regarder non pas l'histoire d'un lieu ou l'histoire d'un événement, l'histoire d'un phénomène historique, mais de regarder comment il a été finalement transmis jusqu'à aujourd'hui, donc entre le moment où il a eu lieu, le moment réellement historique, et puis nos jours, faire l'histoire de la mémoire, ce que Pierre Nora appelle une histoire au second degré, par rapport à l'histoire du premier degré, ce qui s'est véritablement passé, ce qui s'est réellement passé. Alors ici, on peut le voir avec un exemple que l'un d'entre vous a choisi, qui est le Palais de la Culture et de la Science de Varsovie, qui est évidemment un bâtiment qui change de signification au fur et à mesure que le contexte évolue. Entre le moment de la reconstruction de Varsovie, complètement rasée après la Seconde Guerre mondiale, et donc le moment où ce monument, où ce bâtiment symbolise la volonté de vivre, en fait, de revivre, de recommencer la vie, après les destructions de la Seconde Guerre mondiale, au moment où il symbolise au contraire le régime communiste. Là, vous avez une photo en haut à droite des années 70-80, où on voit cette tour qui domine les bâtiments sociaux, les bâtiments collectifs de l'époque communiste. Et puis aujourd'hui, depuis la transition économique de 1989-90, c'est plutôt la place de cette mémoire communiste dans une société qui a évidemment changé, dont le système s'est libéralisé, dont le système économique est passé au capitalisme, et pourtant, ce passé est encore présent. Que faire de cette mémoire du communisme et que faire de ce lieu qui a symbolisé ces différentes époques. Alors, ce que je viens de dire rapidement sur un bâtiment de 50 ans, on peut aussi le faire pour des bâtiments beaucoup plus anciens, comme les cathédrales, où on peut aussi raconter 8 siècles d'histoire, mais pas simplement l'histoire des lieux, mais l'histoire de la manière dont ces lieux ont été vus, ont été utilisés, ont été perçus, ont été racontés. Donc faire une histoire au second degré des mémoires, d'une mémoire culturelle, par exemple, comme autour des cathédrales. Alors, cathédrale,
témoin d'une histoire pluriséculaire, toujours reconstruit, hein, comme la cathédrale de Notre-Dame, vous savez, qui a été détruite par un incendie il n'y a pas très longtemps, mais aussi comme la cathédrale de Strasbourg, hein, que vous auriez pu voir si vous aviez eu la chance d'aller à Strasbourg, qui a été détruite dans la guerre de 1870, ou la cathédrale de Cologne, détruite en 1945, qui sont toujours des lieux qui sont immédiatement reconstruits après les guerres, et qui sont des lieux symboliques de l'histoire nationale. L'histoire comme la libération de la France, la libération de l'Alsace, la libération de Strasbourg, avec ces photos devant la cathédrale en 1944. Alors, je vais passer un petit peu plus vite sur la fin parce que je crois que c'était trop long. Je vais laisser tomber tout simplement mon dernier exemple sur le Rhin. Le Rhin, là aussi, hein, éventuellement, je pourrais en dire deux mots s'il y a une question là-dessus. Mais le Rhin, évidemment, il existe de tout temps, donc ce n'est même pas un événement historique, mais il a été toujours repris. Il a fait l'objet d'une multiplicité de discours et de contre-discours, de discours patriotiques, de discours français, de discours allemands, de discours qui reprennent finalement le cadre des uns des autres et se répondent les uns les autres, comme on voit ici, à chaque changement de souveraineté, jusqu'à donner aujourd'hui un discours sur le Rhin et sur Strasbourg comme coupure, et non pas simplement comme coupure, mais comme couture, comme lieu où on dépasse la coupure et où se forment ou se reforment des échanges, des contacts, et donc un esprit européen. Comme vous le savez, le choix de Strasbourg comme capitale européenne après 1945, hein, dans le cadre de la construction de l'Europe, évidemment, est très lié à l'histoire franco-allemande, mais elle est liée aussi dans les lieux mêmes à cette symbolique de la rivière, donc de la coupure de la rivière et de cette symbolique des ponts. Le pont, ça a été aussi un exemple que l'une d'entre vous a choisi, le pont de Strasbourg à Kehl. Et on voit que les bâtiments tout nouveaux, même s'ils ont maintenant 30, 40 ou 50 ans, mais le nouveau quartier européen d'après 1945, il a choisi domicile véritablement tout près de ces endroits matérialisés ou symbolisés par l'eau et par les ponts. Voilà, je voulais m'arrêter là-dessus. Peut-être tout simplement en vous renvoyant, hein, pour si ça intéresse certains d'entre vous. La littérature, elle est évidemment bien trop large pour faire toute une bibliographie, hein, mais puisque c'est moi qui vais parler. Voilà, si vous vouliez un petit peu, si vous étiez curieux de poursuivre un petit peu, de savoir qui vous a fait cette conférence, eh bien, je vous renvoie à deux livres que je n'ai pas écrit moi-même, mais à diriger à deux pour ce qui est de reprendre notre histoire, et vous retrouverez toute une étude, tout un travail sur ces mémoires. Peut-être en conclusion, on dit beaucoup, hein, que les mémoires divisent parce qu'elles sont finalement, elles restent prisonnières des points de vue de ce qu'on a vécu. Donc les mémoires divisent et l'histoire rassemble, l'histoire réunit. Et peut-être mon mot de conclusion, ça serait que l'histoire des mémoires, hein, telle que j'ai essayé de l'esquisser ici en un peu plus de 20 minutes, permet aussi de rassembler. Ça permet de comprendre comment les manières dont on garde en mémoire certains événements d'histoire,
comment on garde en mémoire certaines perspectives qui nous ont été transmises par nos parents, grands-parents et les générations précédentes, eh bien, se ressemblent d'un pays à l'autre. Et donc, il y a là, par-delà même la diversité et la variété des regards, un potentiel européen. Voilà pour ma part, je passe la parole et je m'excuse évidemment parce que j'ai été un petit peu long, mais c'était difficile de faire autrement. À vous. Bonjour, est-ce que tout le monde peut bien m'entendre? Oui, apparemment oui, mais Edith, vous parlez sans le micro, donc je comprends que vous dites oui. Alors, je vais prendre le relais de ce que vient de nous dire Thomas Serrier, et en toute complémentarité, puisqu'il a brossé quand même en une demi-heure, ce qui est un peu un challenge, le portrait de cette, enfin le portrait, oui, l'esquisse de ce que c'est cette mémoire européenne. Et moi, au contraire de lui, je vais me concentrer sur un exemple très, très local et très précis, et qui a trait précisément à l'histoire de l'Alsace. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, j'ai un petit problème. Pourquoi je n'y arrive pas? Partager du contenu. Peut-être, Thomas, il faudrait que vous retiriez votre... peut-être, c'est possible. Peut-être, je pense que c'est ça qui me bloque. D'accord. Alors, Voilà, alors je vais essayer maintenant. Oui. Ça ne change pas grand-chose à mon problème. Alors... Quand vous cliquez sur la flèche dans le rectangle, ouais, bah oui, mais ça me met partager écran ou partager fenêtre. Fenêtre, est-ce que vous avez ouvert votre document? Oui, je suis en train. Voilà, il faut qu'il soit ouvert au préalable, en fait. D'accord, ok, parfait. C'est pour ça. Je fais ça tout de suite. Voilà, il est en train de s'ouvrir. Donc, je vais parler d'un exemple très, très particulier qui est lié à l'histoire de l'Alsace et de la Moselle. Alors, écoutez, moi, je ne le vois pas parce que je l'ai ouvert, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que là, vous voyez quelque chose ou pas du tout? Non, hein. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave, je vais parler comme ça. De toute façon, comme il reste peu de temps, je vais pas. C'est pas grave si on n'a pas les images. C'est une histoire qui peut se raconter sans images. Donc, je vais vous parler d'un projet qui a eu lieu, enfin qui est en train d'être réalisé en ce moment en Alsace-Moselle. Et pour rappeler aux élèves qui peut-être ne connaissent pas l'histoire de cette région pendant la Seconde Guerre mondiale, cette Alsace et cette Moselle, ces deux provinces françaises, ont été annexées au Troisième Reich, en dépit du droit international, comme d'autres régions d'Europe. On peut signaler le cas du Luxembourg, le cas de la Belgique, auparavant le cas de l'Autriche ou des Sudètes. Et une des conséquences de cette annexion de fait de l'Alsace et de la Moselle a été que les jeunes hommes alsaciens et mosellans ont été incorporés de force dans l'armée allemande, donc la Wehrmacht, et dans la SS. Et alors là, on est pile dans l'exemple que donnait Thomas Serrier tout à l'heure, des mémoires traumatiques, c'est-à-dire que cette incorporation de force, pour de multiples raisons que je n'ai pas le temps de développer, est restée jusqu'à aujourd'hui un élément extrêmement traumatisant de la mémoire alsacienne. Par conséquent, aux alentours des années 2012, plusieurs associations d'anciens Alsaciens, Alsaciens surtout, descendants d'incorporés de force, ont réclamé le fait d'avoir un lieu de mémoire. Et là aussi, on est dans un concept assez original, c'est-à-dire qu'ils estimaient ne pas avoir de lieu de mémoire pour leur père ou leur grand-père morts sous uniforme allemand, parce que ceux-ci étaient morts sur le front de l'Est, en Ukraine, en Russie, et que par conséquent, ils ne savaient pas
où se recueillir. Et donc, ils ont demandé la construction d'un mur où figureraient les noms de ces Alsaciens et de ces Mosellans incorporés de force à l'armée allemande et à la Waffen-SS. Ces morts, d'ailleurs, sous uniforme allemand, je tiens à le préciser, ont été faits après la Seconde Guerre mondiale par la France, morts pour la France, puisqu'ils étaient sous uniforme allemand, en violation du droit, et donc méritaient au même titre que les autres combattants français ce titre de mort pour la France. Le projet de monument s'est déroulé, a poursuivi son cours, et puis, de manière finalement assez généreuse, les porteurs du projet, donc c'était la région Alsace à l'époque, ont suggéré qu'on fasse un lieu de convergence des mémoires, un lieu de réconciliation des mémoires, et qu'on ajoute à ces noms d'incorporés de force les noms des autres victimes du nazisme en Alsace et en Moselle, et elles sont très nombreuses, puisque si on a 40 000 morts pour la France sous uniforme allemand, on a aussi des gens qui sont morts, des Alsaciens, des Mosellans qui sont morts parce qu'ils étaient résistants, parce qu'ils étaient patriotes opposés à l'occupation de fait de l'Alsace, parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient aussi des soldats français. N'oublions pas qu'en 1940, pendant la campagne contre l'Allemagne, un certain nombre d'Alsaciens et Mosellans sont morts sous uniforme français. Donc on a un certain nombre de gens. N'oublions pas non plus qu'il y a eu des Alsaciens et Mosellans victimes civiles lors des bombardements, notamment au moment de la libération. Donc on a tout un ensemble de victimes et d'une façon sans doute généreuse au départ, il a été proposé de mettre tous ces noms sur un mur. Et ce mur, il a été symboliquement décidé de le positionner à un endroit très fort qui est l'enceinte, le jardin d'un lieu de mémoire en Alsace qui s'appelle le Mémorial d'Alsace-Moselle, où précisément est raconté le destin particulièrement chahuté de ces deux provinces depuis 1870 jusqu'en 1945 et même jusqu'à l'histoire européenne dont l'Alsace et Strasbourg tout particulièrement sont devenus un symbole. Évidemment, je dis ça parce que avec le recul, c'est très facile de dire évidemment, mais beaucoup des porteurs de projets ont été très surpris que cette proposition apparemment généreuse suscite un immense émoi et une polémique qui s'est enflammée, qui a touché d'abord localement les universitaires, qui a touché localement les associations d'anciens résistants notamment, et qui a fini par prendre une ampleur un peu nationale. Il y a eu par exemple un article dans Le Monde dont le titre était en Alsace, un mur des noms pour rendre hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale crée l'émoi. Et là, je pense qu'on a un exemple extrêmement intéressant d'une espèce d'incompréhension de ce que Thomas Serrier a décrit tout à l'heure comme ces mémoires très individuelles. La mémoire alsacienne et mosellane, c'est une mémoire très particulière, très spécifique, à un drame qu'aucune autre province de France n'a connu à l'époque. Et cette mémoire douloureuse où des gens ont perdu les membres de leur famille sous un uniforme étranger entre en total conflit avec d'autres mémoires qui ont un destin totalement différent, qui proviennent d'une spécificité très différente, qui sont celles des résistants qui se sont engagés contre les nazis, ou celles des juifs qui ont perdu la vie au nom de leur identité. Et donc, ces personnes-là, notamment les résistants, ont estimé qu'ils n'avaient pas à figurer sur le même mur des noms que des gens qui avaient peut-être combattu contre d'autres résistants européens en Ukraine, en Russie, sous l'uniforme allemand. Et un des opposants à ce projet, qui était sociologue à Strasbourg, Philippe Le Breton, a dit, je le cite, « Faire figurer dans le même espace mémoriel toutes les victimes écrase la complexité historique, brouille le message pédagogique et rajoute de la souffrance à la souffrance. Imagine-t-on sur ce mur un nom portant la mention « déporté parce que juif », suivant par ordre alphabétique un nom portant la mention « mort sous l'uniforme SS ». Donc là, c'est résumé de manière très brutale,
le débat qu'a suscité cette idée de mur des noms, et le fait aussi que je trouve très intéressant, c'est que la région Alsace, qui voulait bien faire, n'a pas pressenti qu'il pouvait y avoir ce genre de risque, parce que ici, en Alsace et en Moselle, c'est avant tout la mémoire de l'incorporation de force qui est centrale, qui est au cœur des douleurs et au cœur des réminiscences. Et il faut comprendre ça, il faut accepter de voir ce poids de l'histoire. Alors, une fois qu'on a dit ça, justement, on était arrivé sur un mur, puisque cette idée de mur avait suscité une polémique violente, et que politiquement, ça devenait quand même difficile de tenir cette ligne, alors même que les esquisses avaient été dessinées, alors même qu'il y avait un projet en cours. Et là, on voit très bien que la mémoire, c'est aussi une manière de faire de la politique, non pas de la politique politicienne, mais la politique dans le sens où elle sert à penser la collectivité, où elle sert à penser d'où on vient et à construire un récit commun, un récit collectif. Et j'ai trouvé intéressante la réaction alors de la région, puisqu'il a été décidé de mettre non pas un terme au projet, mais de le suspendre. Et je trouve que le temps, dans les histoires de souffrance humaine, est souvent un facteur qui apaise. Et en l'occurrence, ça a été le cas, puisque ce temps a été utilisé par la région, qui entre-temps est devenue la région Grand Est, pour réfléchir à la façon de sortir de cette impasse. Et là, la région Grand Est s'est tournée vers les historiens et a pensé que c'était peut-être aux historiens de participer à cette construction de la mémoire. Et on voit bien que la mémoire, si on la décroche trop de l'histoire, bien elle devient un instrument un peu incontrôlable parfois. Et un conseil scientifique a été constitué avec des historiens d'Alsace-Moselle, mais aussi des historiens venus du reste du territoire français. J'ai pris la présidence de ce conseil scientifique et on a réfléchi ensemble sur la façon dont on pouvait retravailler ce projet. Et finalement, au terme de nos réunions, il est apparu qu'il y avait vraiment une unanimité autour de la table entre ces historiens de toute la France pour dire qu'effectivement, la solution de mettre ces noms en ordre alphabétique était quand même extrêmement délicate, puisqu'on ne peut pas rendre équivalent des destins qui ne l'ont pas été sur le plan historique. Encore une fois, chaque mort est terrible, chaque victime est une victime de trop, chaque deuil est douloureux, mais il faut bien, en tant qu'historien, qu'on respécifie le cadre dans lequel ces personnes sont décédées et qui sont des cadres complètement différents. Donc ce projet a été repris et il a été finalement décidé d'abandonner cette idée de mur au profit d'un projet finalement beaucoup plus riche, beaucoup plus dense, qui est une sorte de... Alors pour l'instant, il n'a pas encore de nom, c'est aussi délicat de trouver parfois un nom à un lieu comme ça que l'on crée de toutes pièces. Donc ce sera peut-être l'espace des mémoires ou un lieu de carrefour où on rencontre plusieurs histoires qui ont toutes pour point commun un espace géographique, mais qui, à part ça, divergent dans leur construction. Et ce monument va être un espace avec deux salles, si l'on peut dire. Une salle où on a gardé le principe du nom, mais ce sera quelque chose de totalement virtuel où jamais tous les noms n'apparaîtront en même temps, donc ça évite ce mélange des genres, mais où en revanche, les personnes qui viendront pourront faire apparaître un nom. Par exemple, quelqu'un qui aura perdu un parent dans un camp ou sur le front russe pourra faire apparaître ce nom dans un espace qui sera voué à se recueillir ou à réfléchir à ça. Et surtout, ce qu'on a trouvé extrêmement important, c'est que dans un deuxième espace, il va y avoir aussi un système de bornes numériques qui va permettre d'entrer dans chacune de ces catégories, même si le mot est terrible, mais dans chacun de ces groupes de victimes pour comprendre comment on est parvenu à la mort de milliers de résistants ou de milliers de juifs alsaciens et mosellans et entrer dans leur destin individuel. Quand on aura des archives, on pourra les proposer aussi avec des photos, avec des lettres quand on en a, avec des certificats de décès ou des certificats de transfert.
Et donc, vous voyez la différence, la mutation entre les deux projets, c'est qu'on est parti d'un mur qui énonçait des noms, mais sans leur donner vraiment de consistance individuelle, pour arriver à un projet qui cherche toujours à garder l'hommage aux morts. Ça, c'est quelque chose qui rassemble toutes nos cultures européennes, mais qui surtout essaye de favoriser la compréhension de l'histoire, la compréhension du fait qu'il y a plusieurs catégories de morts et de disparus, et que c'est justement cette complexité qui avait échappé sans doute au premier projet, mais que c'est cette complexité qui est au fondement de l'identité ou de la culture alsaco-mosellane. Donc on est aujourd'hui à la veille de lancer les travaux de ce projet, puisqu'il y a eu un concours et que là, il y a des équipes d'architectes et de scénographes qui sont en train de concourir, et on saura en juin, normalement, qui va travailler sur ce projet. Et les historiens continuent leur travail pour peaufiner les bases de données qui sont considérables, puisqu'il y a 40 000 morts environ au titre de l'incorporation de force, et puis des milliers d'autres, des dizaines de milliers d'autres pour les autres catégories de victimes. Donc c'est un travail sans fin. La mémoire, c'est quelque chose qui ne se finit jamais, comme l'histoire, et pour laquelle il va falloir continuer pendant des années et des années à compléter les listes, parce qu'il y a encore des noms qui n'y figurent pas, et des recherches qui vont continuer à être menées. Donc c'est aussi la base d'un travail pédagogique. Alors j'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux sans les images, parce que j'ai pas beaucoup d'images que le projet n'est pas créé, mais néanmoins il y avait quand même quelques illustrations. Mais voilà, ça donne une idée comme ça d'un exemple très très local par rapport à la vaste histoire européenne, d'une histoire compliquée, douloureuse, et où il faut essayer de remettre du sens. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ces propos riches et éclairants. Ils vont nourrir la réflexion sur les lieux de mémoire européens tout au long de cette semaine. Et nous aurons le plaisir, cette fin de semaine, de vous présenter notre exposition virtuelle qui tâchera de restituer les échanges et les cheminements de la semaine. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez beaucoup apporté. Je crois que sans vos interventions, nous serions peut-être partis un peu à l'aveuglette, donc dans les méandres de la mémoire. Et vous avez su nous rappeler combien l'historienne avait un rôle essentiel pour nous guider dans cette recherche. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt.